Nous allons entrer dans la seconde partie de cette journée consacrée qui se passe dans le musée de Picardie. J'en profite d'ailleurs pour remercier le musée de Picardie en la personne Madame Morel qui est ici présente. Bien. Ce matin, certains d'entre vous ont déjà assisté au parcours philosophique qui a été mené par Christian Godin. Et vous savez que tout cela se passe évidemment dans le cadre de Cité Philo, la 25e édition de Cité Philo. Et il y a un volet Cité Philo qui est actualité éditoriale. Or, nous avons profité bien sûr de la sortie de cette année, c'était en 21, d'ailleurs c'était bien en 21, oui, du livre de Marc Delaunay, Peinture, voyez, et philosophie. On est donc toujours en plein dans le sujet pour l'inviter. Alors, Marc Delaunay est bien sûr philosophe. Il est également très connu pour être traducteur de l'allemand. Il a traduit énormément d'ouvrages. Il dirige d'ailleurs la traduction de Nietzsche dans l'édition de La Pléiade. Et donc ici, il va venir nous parler donc, de ce livre, Peinture et société. Et son interlocuteur, c'est M. Godin, qui a accepté de jouer le jeu ici, en gros, après une lecture, d'essayer de poser des questions, bien sûr, à Marc Delaunay, mais également, nous le souhaitons, au public, non pas poser des questions au public, mais que le public, à son tour, va réagir lui-même et poser des questions afin qu'on établisse un dialogue. C'est bien sûr le principe de ces rencontres. Bien, et maintenant, il ne me reste plus qu'à laisser la parole d'abord, je suppose, à M. Godin. Oui, je précise que M. Godin était professeur d'université à Clermont-Ferrand. Bien, voilà, M. Godin, je vous passe le... Voilà. Merci. Alors, Marc Delaunay, vous êtes connu de grande partie des étudiants de philosophie parce que vous avez traduit tellement de textes importants, spécialement en philosophie allemande, qu'un thésard ou même un étudiant qui rédige une maîtrise en genre de DEA est obligé pour les références bibliographiques de non seulement connaître votre nom, mais de l'orthographier correctement. Alors, vous êtes non seulement spécialiste de la philosophie allemande, que vous avez beaucoup traduite, mais également d'herméneutique. Alors là, vous venez de publier un ouvrage qui est aux éditions du Cerf, Peinture et philosophie. Et alors, la première question qui peut venir à l'esprit, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a conduit, vous, traducteur spécialiste de philosophie allemande, et puis herméneuticien, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire un ouvrage qu'on cataloguerait de façon très schématique, grossière, d'esthétique? Merci beaucoup, merci à vous d'être... Ça marche? Oui. Vous m'entendez? Oui. Merci à vous, c'est très juste de présenter les choses comme vous le faites. Si je voulais répondre correctement à la question, je commencerai par quelque chose qui peut vous paraître un peu scandaleux, c'est que je ne suis pas du tout spécialiste de peinture. J'ai du peu dans le domaine qui dépasse à peine celle d'un amateur éclairé. Et donc, c'est pas à partir d'un goût particulier pour la peinture, qui chez moi est secondaire par rapport plutôt la préférence, disons, pour la musique, laquelle est elle-même en seconde position par rapport à la préférence pour la poésie. Donc, c'est pas du tout par volonté de donner une forme plus structurée à un goût qui serait, c'est le cas de dire, un violon dingue, c'est plutôt pour répondre à un défi de méthode. Et vous avez dit très justement que je m'intéressais à l'herméneutique, et c'est précisément sur ce terrain-là qu'il m'a paru intéressant de répondre à un défi
que je ressentais de manière très sensible, c'est le cas de le dire, très perceptive, face à des peintures que je ne comprenais pas. C'est-à-dire, bien sûr, comme n'importe qui, si on voit ici mal, mais bon, le Rembrandt d'Aristote, qui a été le point de départ, l'Aristote de Rembrandt, pardon, je voyais comme n'importe qui un personnage central, le buste d'Homère, le personnage central, on savait que c'était Aristote, et ce tableau, qui paraît tout simplement évident, je ne savais tout simplement pas, ni ne comprenais ce que je devais regarder. C'est-à-dire, bien sûr, comme n'importe qui, je le vois, et à partir de ce que je vois, je me pose la question de ce que je dois regarder. Et la chose semble, au premier abord, très simple. Il y a un personnage qui est en majesté, qui est Aristote, qui pose la main sur un buste d'Homère. Pourquoi aller plus loin, enfin, que chercher derrière cette évidence de la perception ou cette évidence de la vision? Et la question que je me posais à propos de ce tableau, mais qui a été le guide pratiquement de l'ensemble des études que j'ai faites dans ce livre, ça a été de me demander comment la peinture, par des moyens strictement picturaux, c'est-à-dire avec les moyens dont disposent les peintres, tentait de représenter le temps. Alors, ça paraît évidemment totalement paradoxal, puisque la peinture, par définition, est figée et elle présente tout simplement des représentations qui se distribuent en tâches de couleurs. C'était ça le point de départ, c'est-à-dire vraiment tester sur quelque chose qui n'a rien à voir avec des textes, une méthode d'interprétation et d'analyse qui d'abord est faite pour interpréter les textes. Et je me disais, si cette méthode a une quelconque validité pour interpréter par exemple de la poésie, pourquoi perdrait-elle sa validité si elle s'attaquait à des œuvres très lointaines, si l'on veut, de la poésie, tout du moins par les moyens employés, et qui serait la peinture? Et donc, je me suis mis au travail pour vérifier la validité d'une méthode qui s'appelle herméneutique. C'est un nom un peu compliqué, il a toute une histoire et une tradition, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Pour ce qui est des textes, je pense que si on parle d'herméneutique textuelle, ça veut dire quelque chose qui est à peu près synonyme d'explication de texte, même si ça paraît un peu trivial de le dire comme ça. Je ne vois pas d'autre moyen de le dire en français qui soit plus satisfaisante ou plus précise. D'autant que herméneutique est un mot qui, dans l'histoire de la philosophie, a subi une tradition, a subi une évolution et un changement de sens, une transformation de sens, à partir du moment où l'herméneutique a cessé d'être une méthode d'interprétation, pour devenir le synonyme d'une philosophie, avec Heidegger et Gadamer au XXe siècle, c'est-à-dire une position générale du sujet qu'il connaît à l'égard du monde. Et donc, à partir de ce moment-là, l'herméneutique signifie tout autre chose qu'une méthode. Et chez Heidegger comme chez Gadamer, on constate évidemment que leur premier souci, c'est de distinguer l'herméneutique qu'ils défendent contre l'herméneutique comme méthode. Et je ne participe évidemment pas de cette transformation, au contraire, je la récuse.
Et je tiens absolument à ce que l'herméneutique reste une méthode. Chez Aristote, l'herméneutique est faite pour analyser les formes du discours, et spécialement les formes du discours argumentatif, c'est-à-dire le discours qui intéresse les philosophes au premier chef, à savoir l'argumentation par syllogisme. Bon. Ça n'est pas non plus cela. L'herméneutique, ça veut dire simplement analyser une œuvre, l'examiner, tenter de l'expliquer et essayer de se confronter à la question de savoir comment l'œuvre produit son sens. Là, on aborde quelque chose de très difficile, parce que traditionnellement, nous pensons que le sens est dans l'œuvre. On part la plupart du temps du présupposé, profondément enraciné dans notre culture, depuis 2000 ans, que le sens est donné dans les œuvres. Et ainsi, l'interprète, peu importe qu'il s'appelle herméneute ou analyste ou interprète, peu importe, l'interprète se fait déchiffreur de rébus, comme si l'œuvre pouvait être déchiffrée et finir par livrer le secret de son sens. Je défends le point de vue strictement inverse. C'est-à-dire, je prétends que l'œuvre n'a pas son sens. C'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais l'œuvre n'a pas son sens, c'est-à-dire le sens n'est pas un attribut de l'œuvre pour la raison que j'avance, et qui est que l'œuvre produit le sens, justement. Les œuvres sont les matrices qui produisent le sens. À partir de ce moment-là, le travail de l'interprète ne consiste pas du tout à regrouper des éléments que son analyse a isolés pour les organiser en une sorte d'unité qui serait le sens. Je crois que le travail de l'interprète consiste à essayer de reconstruire comme les moyens par lesquels l'œuvre a voulu ou a tenté ou cherche à produire quelque chose comme un sens. Ce sens n'est évidemment pas déclinable ou exprimable en une série d'énoncés ou de formules. Le sens, c'est quelque chose de beaucoup plus ductile, de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus fluide, et c'est plutôt une visée qui est celle de l'œuvre dans sa finalité qui est d'intervenir dans un champ esthétique pour y produire un certain nombre d'effets et surtout pour intervenir dans un débat esthétique auquel l'œuvre cherche à donner une réponse qui est la sienne propre. En outre, l'autre présupposé qui était le mien consistait à considérer que l'œuvre ne s'explique pas par son contexte. C'est-à-dire, bien sûr, le contexte est indispensable pour comprendre ce que l'œuvre cherche à organiser comme un sens, mais le contexte n'est jamais la clé de l'œuvre. L'œuvre ne se réduit jamais à ce qui l'a précédé. Pas plus que l'œuvre ne se réduit à la réception, c'est l'autre forme esthétique qu'on utilise souvent dans l'interprétation, pour dire voilà quelle a été la réception de l'œuvre, et l'œuvre, à ce moment-là, serait la somme, ou le sens de l'œuvre serait la somme, ou la sommation, ou l'intégrale des significations produites par sa réception. C'est aussi une grande tentation. Dans l'un comme dans l'autre des cas, ce qui est remarquable, c'est que l'œuvre disparaît. L'œuvre comme telle disparaît. Ou bien elle s'explique par ce qui la précède, ou bien elle s'explique par ce qu'elle déclenche, mais
dans l'un comme dans l'autre cas, on voit disparaître l'œuvre. Avec les textes littéraires, c'est encore plus flagrant. Avec la peinture, c'est presque une évidence. Et troisième remarque, pour donner corps à l'herméneutique matérielle, ou l'herméneutique critique, qui est la méthode que je défends, l'analyse de l'œuvre, la reconstruction patiente de l'horizon de sens dans lequel elle s'inscrit et qu'elle vise, ne préjuge absolument pas du plaisir esthétique que l'œuvre suscite. C'est-à-dire qu'on peut trouver belle une œuvre sans pour autant en avoir beaucoup de plaisir. On peut trouver au contraire beaucoup de plaisir à regarder une œuvre sans qu'elle soit nécessairement très significative dans le débat esthétique où elle s'inscrit. Et enfin, la compréhension du sens de l'œuvre n'a pas grand-chose à voir avec le plaisir qu'on ressent individuellement. Je veux dire par là qu'on peut avoir un rapport individuel à une œuvre qui ne diminue ni n'augmente en fonction du savoir qu'on a de l'œuvre. En général, je constate plutôt que en savoir plus sur l'œuvre augmente plutôt le plaisir qu'on peut en retirer que l'inverse. Mais c'est une vision un peu personnelle. Et enfin, l'objectif d'une interprétation herméneutique d'une œuvre consiste à reconstruire par l'interprétation un sens, un horizon de sens. C'est le sens de cette œuvre, c'est-à-dire c'est le sens que cette œuvre essaye de produire singulièrement. Je veux dire par là qu'aucune œuvre ne peut se substituer à une autre, même si elle vise ou cherche à reconstruire un sens similaire. La singularité des œuvres est quelque chose qui est le but poursuivi par l'interprétation herméneutique, c'est-à-dire montrer comment une œuvre est celle-là et pas une autre, sans qu'on puisse substituer une quelconque œuvre à une autre. Cette singularité est le soubassement qui, à mon sens, permet d'échapper au relativisme des interprétations. Parce que c'est évidemment l'objection qu'on ne manque pas de faire en faisant valoir, à juste titre d'ailleurs, au fond, les interprétations se succèdent, s'empilent, etc. Bon, et que, au fond, à chaque fois, l'interprétation est, comme on dit dans le langage ordinaire, subjective, c'est-à-dire référée à la personne qui accomplit l'interprétation. Évidemment que je récuse complètement la chose, c'est-à-dire que je considère qu'une interprétation aboutit à dégager la singularité d'une œuvre, et que si on veut produire une autre interprétation, alors il faut passer par l'utilisation des mêmes éléments et montrer en quoi l'utilisation de ces éléments est fausse. Ce qui n'est pas une opération, comment dirais-je, en proie, elle, au relativisme. Il y a des éléments qui sont d'ordre concret et qui sont objectifs et qui figurent effectivement. Donc c'est dans cette perspective-là, herméneutique au sens où je l'ai précisé, que j'ai entrepris les études de ces tableaux. Et comme horizon qui, du point de vue philosophique, a attrait avec la méthode de saisie du
du sens des œuvres, pour dire les choses de manière plus résumée. C'est-à-dire, je me suis posé la question, comme je l'ai dit, du sens. Or, cette question du sens, ce n'est pas une question naïve, c'est une question extrêmement complexe, parce que le sens n'est jamais le sens. Le sens n'est jamais un sens, il est toujours pétri d'historicité. C'est-à-dire, le sens ne se tient que parce qu'il a un rapport précis au temps. Et tant que le sens ne s'est pas ancré dans une historicité présente dans l'œuvre, qu'elle soit littéraire, musicale ou picturale, alors le sens n'a pas été atteint. C'est compliqué ce que je dis, excusez-moi, mais je le dis de manière très très résumée. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, puis on verra sans doute là précisément à travers les exemples comment la chose peut se décliner. Oui, alors avant d'en venir aux œuvres singulières que vous avez choisies pour matérialiser plutôt qu'illustrer votre travail, justement sur la question du temps, vous avez été le traducteur de Lessing. Oui. Lessing est un philosophe, écrivain allemand de l'Aufklärung, c'est-à-dire des Lumières allemandes au XVIIIe siècle, dont l'une des idées fortes de l'esthétique, exprimée dans son Laocoon, c'était de dire qu'il y a une sorte, disons, d'opposition de principe entre l'art poétique et l'art pictural, parce que autant l'art poétique est un art qui s'inscrit dans une durée, on prend l'exemple d'Homère, la poésie peut raconter, comme on dirait vulgairement, des histoires. La peinture, elle est, pour utiliser une expression anachronique, un arrêt sur image, c'est-à-dire que la peinture est totalement impropre à exprimer le temps. Donc il y aurait quelque chose dans la poésie qui serait anti-pictural et dans la peinture quelque chose d'anti-poétique. Et donc, est-ce que ce n'est pas pour contredire votre auteur, un des auteurs de référence sur lesquels vous avez si longtemps travaillé, Lessing, que vous avez écrit cet ouvrage? Par ailleurs, sur la question de la traduction, parce qu'avec la traduction, la métaphore elle est plutôt spatiale. Le terme de traduction en français vient du verbe latin transducere, qui veut dire faire passer quelque chose d'un point à l'autre. En d'autres termes, transducere, c'est ce déplacement. Et en fait, l'image qui s'adapte à cette idée de transfert, c'est le troupeau qui passe d'une rive à l'autre sur un gué, qui passe d'une rive à l'autre d'un fleuve. Mais il est clair que si on regarde cette étymologie, l'idée sous-jacente, implicite, c'est que, sauf accident, s'il y a des bêtes qui se noient, mais en gros c'est le même troupeau qui passe d'une rive à l'autre. C'est-à-dire que si on passe de la rive gauche à la rive droite, ou inversement, on a le même troupeau. Et l'étymologie induit l'idée que la traduction serait de garder le même contenu, comme on garde le même troupeau, et que quand on traduit un texte d'une langue à l'autre, le contenu est conservé, et on a simplement changé la forme, comme si la forme et le contenu étaient absolument indépendants l'une de l'autre. Alors la question qui est, disons, dérivée de cette problématique, c'est que quand on parle de la peinture, surtout quand on en parle en philosophe, on utilise des mots. La peinture, elle est muette. Elle n'est pas simplement, si on suit Lessing en dehors du temps, elle est muette. Alors qu'est-ce que ça veut dire que de parler de quelque chose qui est à tout jamais, enfin, qui est dès le départ en dehors du langage? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand on interprète, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on interprète en dehors du langage, est-ce que quand on interprète, on n'est déjà pas dans la trahison? Et je revois évidemment à au fameux dicton italien qu'un traducteur, traduttore, est toujours un traître, traditore. Alors c'est pas de l'italien, c'est du français. Ça date de Dubélé. Traduttore, c'est une version française un peu de l'époque. Mais je garde l'essentiel de la question.
Comme vous l'avez très bien dit, on a l'impression que quand on traduit, on transpose la même chose. En grec, la traduction, ça se dit métaphoré. On reconnaît tous le mot métaphore. En grec moderne, métaphorène, ça veut dire déménager. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, on prend le contenu d'un appartement, d'une maison, puis on le transporte et on le remet dans une autre maison. Sauf qu'on redistribue les meubles autrement, puis qu'il y a des éléments qui se perdent en cours de route parce que le camion était mal bâché ou les déménageurs ont été indélicats. Mais on voit tout de suite dans quoi on s'engage. C'est-à-dire qu'on est persuadé et convaincu que c'est le même qu'on retrouve à la Réunion. Or, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, évidemment, c'est très rassurant de se dire, je sais pas, quitte mir mal une salse, donne-moi le sel, passe-moi le sel, etc. Bon, c'est la même chose. Pour les énoncés ordinaires, c'est à peu près du même ordre. Sauf qu'il y a beaucoup d'énoncés ordinaires qui se disent autrement, de manière idiomatique, et que les coïncidences se font parce que dans l'ordre, disons, de la vie quotidienne, ça peut déclencher les mêmes actions ou les mêmes effets. Mais on voit très très vite que ce qui compte à chaque fois, c'est pas du tout ce qu'on appelle le contenu, ou ce qu'on a isolé comme étant le contenu. Ce qui compte, c'est à chaque fois le type de rapport au monde qu'on installe. Et c'est pas le même, et ça ne peut pas du tout être le même. Alors quand, effectivement, c'est là votre question, quand je me mets à parler en philosophe d'une peinture, je produis quelque chose qui n'a absolument plus rien à voir avec la peinture. Je produis une interprétation, pas une œuvre. C'est bien clair. Les peintres, vous en avez montré l'exemple ce matin, quand Picasso repeint 14 fois les Ménines, il fait à chaque fois 14 œuvres, avec les moyens qu'il a, lui, comme peintre, qui sont 14 interprétations du tableau de Velázquez. Il y a quelque chose qui reste du contenu, si j'ose dire, entre guillemets, du contenu du tableau initial de Velázquez, qui est qui ne change pas, et qui est la présentation du peintre, la figure du peintre. Dans le tableau de Velázquez, effectivement, le sujet du tableau, c'est Velázquez. C'est-à-dire, c'est le travail que le peintre fait. Mais si je veux analyser le tableau de Velázquez dans la signification singulière de l'œuvre, c'est ça le défi, il faut absolument tenir compte d'autres éléments dont Picasso n'a pas à tenir compte pour la bonne raison qu'il peint ses toiles plusieurs siècles après, et à une époque où le souci qu'avait Velázquez, peignant les Ménines, de montrer au premier plan le peintre en majesté, c'est-à-dire commettait un acte quasi scandaleux. Le peintre était à la cour, Velázquez était employé, un domestique spécialisé, mais rien d'autre qu'un domestique spécialisé. Or, se montrer au premier plan dans un tableau où il est censé représenter le portrait du roi et de la reine, c'est évidemment un acte d'une très grande ironie et qui est en même temps la signature de toute une histoire culturelle profonde et lointaine où l'artiste revendique d'en être un et d'être reconnu comme tel. C'est une histoire longue, hein, c'est une histoire qui remonte au début du XIVe siècle. Le problème là est
est un problème qui, à chaque fois, doit être posé, disons, dans le moment de l'évolution de la culture, où tel art émerge, où tel art répond à un certain nombre de problèmes qu'il se pose spécifiquement, et celui de la peinture, pour revenir au début de votre question, est celui-là. C'est-à-dire, comment se fait-il que la peinture puisse tout de même représenter le temps? Et comment parvient-elle à le faire alors qu'elle n'a pas, normalement, les moyens dont dispose la musique ou dont dispose la poésie? C'est cela qui m'a arrêté et sollicité. Et la peinture donne son point de vue sur le temps. Elle en donne de diverses manières à travers les diverses œuvres que j'ai analysées. C'est pas toujours le même, évidemment, c'est pas le même point de vue, chaque œuvre étant singulière. À chaque fois, la peinture réfléchit sur le temps. Et la réflexivité picturale du peintre se montre par des moyens qui, eux, sont strictement picturaux. Et c'est ces moyens-là que j'ai voulu dégager ou analyser. Et évidemment que l'impression que le spectateur, que nous sommes aussi, ressent, n'est pas d'abord une perception de la temporalité. Dans le tableau de Rubens, bon, c'est plus évident parce que le baroque a des ressources picturales plus évidentes, plus manifestes pour représenter le temps. Chez Rembrandt, ça ne l'était pas du tout et pas immédiatement visible, loin de là. Bon. Je ne l'ai pas découvert par une sorte d'intuition qui m'est tombée dessus en disant « Ah oui, mais Eureka, j'ai trouvé ». Non, il m'a fallu beaucoup de temps pour voir l'œuvre et l'analyser sous divers angles, à partir de différents éléments historiques, pour arriver à comprendre peu à peu ce que Rembrandt avait organisé dans cette toile. Je n'ai pas trouvé du tout de suite, bien sûr. Je n'ai pas tout à fait répondu à votre question. Enfin, directement. Et bon, on va entrer dans les exemples, disons, que vous prenez dans votre ouvrage. Vous avez répondu déjà à la question que j'avais en tête, savoir qu'est-ce qui finalement a présidé au choix de ces tableaux. Il y en a quelques-uns, 5, 6. Vous avez dit que c'était leur caractère indéchiffrable ou un peu énigmatique. Alors, le premier, c'est celui d'un peintre flamand qui est relativement peu connu, enfin pas seulement relativement, Pieter Aersten. Le Christ chez Marthe et Marie, c'est un tableau du XVIe siècle, d'un flamand qui figure au musée d'art d'histoire de l'art de Vienne. Et alors, ce tableau, il est marqué, en fait, frappant, parce que quand on connaît le titre, le Christ chez Marthe et Marie, on s'attend, je pourrais le montrer, on s'attend à une peinture d'une scène religieuse qui est relativement bien repérée. Hein. Et quand on regarde ce tableau, on est immédiatement frappé par une forme qui domine le centre de ce tableau. Alors, attendez, on va le trouver. Voilà. C'est juste comment faire. Voilà. Ah ben si, celui-là on le voit bien. Alors, imaginez que ce tableau s'appelle le Christ chez Marthe et Marie.
Or, ce qui domine ce tableau, c'est une forme de couleur ocre qui est vraiment imposante, en plus de ça qui a l'air de flotter un peu sur les airs, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réellement posée sur un support, elle n'est pas attachée à des filins, et qui est un gigot. Alors on se dit, mais qu'est-ce que fait cet énorme gigot dans un tableau dont le titre renvoie à une scène évangélique? Alors cet extravagant gigot flottant, on peut l'interpréter, vous l'interprétez, je crois, comme étant le signe à la fois de ce que, si on reprend l'expression de Max Weber, on appellerait le désenchantement du monde, c'est-à-dire qu'on est dans un sujet religieux et en même temps on impose un objet qu'on peut dire profane et même presque vulgaire, mais en même temps il y a une relique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un vestige, une trace, un reste. C'est que ce gigot-là, il n'est pas complètement profane. Et pour cause, c'est peut-être la raison pour laquelle on mange la Pâque, c'est que ça rappelle l'agneau pascal, c'est-à-dire tout simplement Jésus, Christ, sous la forme presque provocatrice de la forme matérielle du symbole. C'est-à-dire que le tableau se présente d'emblée comme une provocation visuelle qui nous dit ce que vous voyez, c'est un symbole présenté uniquement sous son aspect matériel. Le gigot d'agneau. Alors, enfin, quand j'ai vu cette toile pour la première fois, je suis resté stupéfait. Je me suis dit, c'est blasphématoire. C'est-à-dire, c'est provocateur. Comment ça se fait qu'on puisse... Enfin, on peut présenter le Christ sous la forme d'un agneau. Il y a maintes représentations de ce symbole comme tel, c'est-à-dire sous une forme symbolique qu'on puisse recevoir. Qu'est-ce qui se passe quand un peintre représente le symbole à moitié? C'est-à-dire, un symbole, c'est toujours deux choses. Un aspect physique, matériel, sensible, une trace sensible, et puis un contenu de signification. Là, on vous présente la face sensible, le gigot. C'est-à-dire, en plus, par métonymie, c'est-à-dire le gigot comme partie de l'agneau, lequel figurerait le Christ. C'est un travail pictural qui n'est pas par hasard dû à la Renaissance, c'est-à-dire à une époque où justement on commence à avoir un point de vue réflexif sur les soubassements symboliques de le rapport dominant au monde qui est le christianisme, et c'est ce qu'organise cette toile avec une savante construction des différents éléments qui présentent quelque chose comme l'interrogation que le peintre se fait sur le problème de la contemplation. Parce que Marthe et Marie, c'est précisément le problème du rapport entre la vie active et la vie contemplative, au terme de la parabole de l'épisode rapporté par les évangiles. Évidemment que Jésus privilégie la contemplation, la vita contemplativa par rapport à la vita activa, et le tableau s'amuse de ce genre de préférence en montrant au premier plan systématiquement des éléments de la vita activa et non pas des éléments de la vita contemplativa. Donc il y a déjà un premier travail qu'effectue le tableau à partir d'une réflexion dont il émane sur cet épisode des évangiles. Et évidemment que le peintre est concerné par la vita contemplativa, puisque c'est ce qu'il produit. Il représente
des images. Mais en même temps, le peintre est un artisan et il ne le fait pas sans recourir à un savoir-faire qui met en œuvre, c'est le cas de le dire, des compétences artisanales très concrètes, instrumentales. Et en même temps, le tableau est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il il représente aussi, comme vous pouvez le voir sur la gauche du tableau pour vous, il représente la scène, au cas où on l'aurait perdu de vue, et il met en scène Marthe et Marie avec le Christ, et avec une mise en scène tout à fait sans ambiguïté, où on voit le Christ poser sa main sur Marie. C'est elle qui est préférée. On ne peut pas le lire parce que l'image n'est pas assez nette, mais sur le linteau de la cheminée, on peut lire en flamand c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Et on a sur un dédalage, on ne le voit pas non plus, la référence à l'évangile de Luc qui neutralise toute ambiguïté. Mais par ailleurs, l'ensemble du tableau, c'est-à-dire la plus grande surface du tableau, est occupée par, en tout cas c'est ce que vous voyez sur la droite, des éléments qui tous ressortissent à la vie la plus concrète, même si à gauche, vous avez encore des éléments qui symboliquement sont ceux utilisés dans la peinture de l'époque pour représenter sous une autre forme symbolique le Christ. Il y a la mode de beurre qui représente la suavité, le yé qui représente lui aussi quelque chose qui a trait avec la passion du Christ et avec sa douceur, et puis tout le reste qui est organisé au premier plan comme une Onbite, en flamand, une table mise, une nature morte flamande, une vanité flamande. Vous retrouvez le pain et vous retrouvez le vin. Et puis, de l'autre côté, vous avez la bourse qui contient éventuellement les 30 deniers ou l'argent du ménage, etc., etc. L'autel, la bouteille ouverte qui contient un calice ou des verres. Bon. Enfin bref, une organisation générale de la droite du tableau qui préfigure tout simplement les tables mises hollandaises dont on a l'habitude, qui va devenir un style, surtout au XVIIIe siècle. Et puis au centre, en porte-à-faux, ce qui est intéressant du point de vue, pas simplement pictural, mais du point de vue tout simplement de l'entreprise légèrement blasphématoire du peintre, ce gigot, qui est vraiment anatomique, et surtout qui risque de basculer. Donc on voit effectivement comment le peintre organise des temporalités esthétiques différentes. C'est la représentation de Marthe et Marie obéit à une sorte de scène représentée de manière un peu didactique, comme celle qu'on peut trouver dans les églises, sans grand traitement pictural, sans grand talent pictural, alors que le talent du peintre est évidemment concentré dans le premier plan à droite pour représenter la vie active. Donc, vous avez superposition d'esthétique, superposition de représentation, de mode de représentation. Le Christ en chair, comme si on représentait naïvement par une image pieuse le petit épisode de l'apologue. Vous avez le Christ sous la forme très symbolisée d'éléments picturaux raffinés comme la mode de beurre ou le yé, et puis vous avez le Christ sous la forme alors spectaculaire et presque insupportable de la base sensible du symbole. Donc le peintre
vous voyez un effet de la réflexion du peintre sur la construction d'un symbole. C'est pas par hasard que ça arrive après plusieurs siècles, si vous voulez, de peinture médiévale et de représentations symboliques multiples, avec des tentatives de représentation, des essais esthétiques de représentation qui sont différents. Donc on a affaire à une toile qui choque, mais dont l'aspect choquant a pour but de montrer à l'œuvre une réflexion savante, celle-là, ou dis-moi, élaborée du peintre, sur son mode de représentation et sur les différentes esthétiques qui se superposent. Vous avez donc une réflexion sur l'historicité des représentations symboliques et sur l'historicité de la manière de poser le problème de la représentation de Christ. Oui, Léonard de Vinci disait que la peinture est una cosa mentale, une chose mentale, une façon de dire qu'on ne peint pas ce que l'on voit, mais on peint ce que l'on pense. Et là, vous venez d'illustrer en fait cette idée que la peinture est une pensée visible, et qu'à cet égard, c'est le point d'articulation qui interpelle le penseur, le philosophe, le visiteur. La deuxième toile que vous avez choisie, Nature morte à la vigne, d'un peintre qui est d'ailleurs aussi inconnu que le précédent, un certain William Clayson Eda. C'est une peinture qui est abritée au musée de Stockholm et qui est un peu postérieure, qui date de 1630. Et sur cette peinture, on peut voir disposer, comme beaucoup d'ailleurs de natures mortes hollandaises ou flamande du XVIIe siècle, un verre de vin. En arrière-plan, vous avez un pampre, une branche de vigne avec des feuilles et une grappe, je crois, et puis un citron pelé et un pain sur une serviette. Et vous dites de ce pain sur la serviette, vous voyez, nous sommes ici, comme d'ailleurs on l'a vu lors de la visite tout à l'heure, avec la nature morte devant cette chose assez impressionnante, c'est qu'il y a une absence de toute figure humaine, et en même temps, comme il s'agit de choses qui ont été consommées ou qui vont être consommées ou qui sont préparées, la présence humaine, elle est constante dans ces natures mortes. Mais elle n'est pas là. C'est-à-dire que le peintre arrive à représenter l'absence par les objets qu'il représente. Et vous dites de ce pain que c'est une référence à l'Eucharistie, que c'est une référence religieuse, donc on a là quelque chose qui s'articule avec le gigot précédent. Le citron qui est pelé, alors là il n'est pas pelé en spirale, et vous citez d'ailleurs dans le chapitre que vous consacrez à ce tableau cette géniale idée de Claudel, de Paul Claudel, dans ses articles, son livre sur la peinture hollandaise, où Claudel fait l'analogie entre la spirale du citron pelé dans les natures mortes hollandaises et flamandes et les ressorts de la montre. Et là, nous sommes avec le temps, par excellence. Alors, disons, ce pain qui est, disons, une sorte de, qui renvoie évidemment avec le vin, le pain et le vin. Plus loin, vous dites à propos des bouquets de fleurs qui ont été si souvent peints par les peintres de cette époque, vous dites qu'ils expriment ou ils contiennent, ces bouquets de fleurs, l'idée spirituelle de la suavité divine. Alors la question un peu provocante que je vais vous poser, c'est que est-ce qu'en disant cela, on ne risque pas une surinterprétation? C'est-à-dire que est-ce que
si on trouve dans le citron, disons, le symbole de l'amertume, et dans la fleur, le symbole de la suavité, dans la mesure où il est clair que l'amertume et la suavité sont des, on pourrait dire, des universels existentiaux, enfin c'est des vécus, disons, courants, est-ce qu'on ne verse pas dans la surinterprétation à rattacher ces images ou ces formes à des idées religieuses, à des notions ou à des valeurs religieuses? Merci. Oui, ben, évidemment. C'est la question que je me suis posée 20 fois. Est-ce que je n'exagère pas? Jusqu'au jour où j'ai découvert une vanité espagnole qui date de la même époque et où le citron est remplacé par une montre. Et donc là, j'avais presque la démonstration picturale de la pertinence de ce que dit Claudel à propos du citron. Et en même temps, j'avais ainsi sous les yeux une manière de traiter, à l'époque, je rappelle, si je parle de vanité espagnole, c'est parce que l'Espagne est en Flandre pendant longtemps, et que entre l'Espagne et la Flandre, on est dans la même culture. Mais, et donc, il y avait une manière espagnole de traiter le problème que traitaient les peintres hollandais à travers leur Zonbijts, à table, leur Stillleben, comme on dit en allemand, nature morte, comme on dit en français, pas exactement la même chose, et qui est voué, comme vous le dites, à la surinterprétation. Le problème, c'est que ces natures mortes, il y en a des centaines. Claes Heda est un peintre qui a pratiquement toute sa vie peint à peu près le même tableau. Vous avez des Stillleben, des Zonbijts comme ça, représentés, si vous promenez dans les musées à Gand, à Bruxelles, en Hollande, vous en avez des dizaines et des dizaines, alors qu'ils organisent d'autres éléments, c'est pas des... C'est des fromages, c'est des fleurs, c'est des poissons, bon, le poisson étant évidemment, par sa proximité symbolique avec le christianisme, encore plus évidente que ictus, et en grec, ça veut dire poisson, c'était l'anagramme de Jesus Christus Deus Huios Sator, Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, qui était le signe, le tag de reconnaissance des chrétiens dans les catacombes romains. Vous en avez de ces Stillleben, des tombereaux. La question vient de savoir pourquoi, vient de se demander pourquoi on a autant peint ce genre de nature morte à cette époque-là en Hollande. La première réponse, elle est très simple. Ce sont des tableaux que les particuliers achetaient pour les mettre dans leur salon, dans leur salle à manger. C'est une peinture ordinaire. Mais cette peinture ordinaire aurait pu se contenter de représenter, je ne sais pas, un paysage par exemple. Or, ça représente une scène qui est tout le temps organisée avec des éléments qui symboliquement sont structurellement toujours présents. C'est-à-dire, on trouve toujours un calice, on trouve toujours un couteau, on trouve toujours soit du pain, soit l'équivalent, on trouve toujours du raisin ou l'équivalent. On retrouve des éléments structurels qui sont ceux qu'on doit trouver sur un autel d'église. Et en même temps, on est dans un contexte où le protestantisme est dominant et où tout l'aspect qui justifie
justifiait aux yeux des protestants leur départ de l'orbite catholique, c'était le thème de la démythologisation. Donc, d'anéantir ou d'éradiquer toute la part de mystère, toute la part de mythe qui subsistait encore à leurs yeux de manière beaucoup trop dominante dans le catholicisme. Et donc vous avez la représentation de la passion sous sa forme symbolique, l'Eucharistie, sous sa forme résumée, c'est la messe résumée à un symbole, c'est-à-dire l'aboutissement, disons, d'un travail de sécularisation ou de démythologisation, on va faire plutôt démythologisation ou profanisation, si l'on veut, d'un rite qui, certes, subsiste dans le protestantisme. Il y a bien une communion, mais il n'y a plus de mystère. Ce passage-là s'est effectué effectivement entre le XVIIe et le XVIIIe siècle dans la République de Hollande, spécialement, au nord de l'Europe en tout cas, et ces tableaux-là en témoignent. En plus, ce sont des tableaux, comme je l'ai dit, domestiques, c'est-à-dire que c'est un rappel domestique d'une obédience spirituelle sous une forme qui rend cette obédience supportable. Mais il y a autre chose dans le tableau. Il y a une organisation avec des éléments très minimalistes d'un mouvement qui est celui-là beaucoup plus profond et qui est l'historicité chrétienne, c'est-à-dire le type de rapport au temps qu'on a lorsqu'on est chrétien. Et ce type de rapport au temps, c'est pas du tout la même chose qu'un rapport au temps profane. Par exemple, les jours se succèdent les uns après les autres dans une sorte d'ordinaire qui est celui de l'histoire qui n'est pas orientée. L'historicité chrétienne, c'est une histoire orientée. Elle est certes une histoire universelle, elle touche n'importe quel homme, partout dans le monde, mais c'est une histoire orientée vers un salut. Et c'est au moment où, en philosophie, on commence au XVIIIe siècle à se poser les problèmes de l'historicité véritable, ce qu'il en est de l'histoire, où cette historicité chrétienne est mise en cause, que vous en avez ici la représentation compulsive, parce que des tableaux de cette nature, il y en a des centaines, la représentation compulsive de cette historicité chrétienne qui bascule du côté du musée, c'est-à-dire du côté de la pure et simple représentation privée, justement, d'une dynamique effective dans l'histoire. C'est la mort, tout simplement, de cette historicité à laquelle on assiste à travers ces représentations-là. Évidemment, aujourd'hui, comme elles ne sont, comme on les voit un peu comme ça de temps en temps, on n'est pas du tout frappé du caractère presque obsessionnel de la présence de ces toiles dans les intérieurs hollandais. Mais c'était pourtant ça qu'on percevait à l'époque. Vous évoquez à 3 reprises, enfin avec 3 illustrations de peinture, un thème identique qui est celui de la descente du Christ dans les limbes. Un tableau de Di Giovanni, celui qui est plus connu de Mantegna, et puis un autre également qui est très connu de Sébastien del Piombo, qui se trouve au Prado à Madrid. Alors, les limbes, c'était une sorte de lieu artificiel, enfin un artefact inventé par l'Église catholique pour trouver un lieu qui soit ni les enfers ni le paradis, et pour placer les enfants et les sages, les justes qui avaient vécu avant le Christ.
c'était une question théologique que de savoir qu'allons-nous faire, où vont les enfants qui sont morts avant d'être baptisés, où est allé Socrate. Les mettre dans l'enfer auraient été, par rapport à la bonté divine, une injustice criante. Alors je voulais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé précisément dans cette thématique et dans la façon dont les différents peintres ont traité cette question de la descente du Christ dans les limbes, puisque je crois savoir que l'Église avait, disons, parce que c'est un dogme qui est très tardif, hein, très longtemps après les évangiles, je crois que c'est au Moyen-Âge, avait donc fixé à un jour, ou 2, 3 jours, je ne sais pas, le temps que le Christ allait dans les limbes pour aller sauver les âmes qui étaient contenues. Si on ouvre la discussion théologique, on n'a pas fini. Mais il faut savoir que l'Église a fini par renoncer très tardivement à la notion de limbe. Elle a renoncé, je crois que c'est en 2008. Oui, l'Église prend son temps. En matière d'évolution des dogmes et en matière de dogmes, il y a des bibliothèques entières qui sont consacrées à la chose. C'est extrêmement compliqué. Mais la question technique que vous comprenez tous, du point de vue théologique, même si vous n'êtes pas théologien ou théologienne, c'est la question suivante. En quoi les justes d'avant le Christ participent-ils, oui ou non, au salut? Bon, la réponse est forcément oui, parce que on ne peut pas condamner aux enfers des gens qui se sont révélés être charitables, pleins d'espoir, et authentiquement croyants dans le Dieu qui n'était pas celui qui était révélé, mais enfin bon, leur piété était exemplaire. Donc ces gens-là devaient se retrouver au paradis. Donc on a inventé au XIe siècle quelque chose comme une région intermédiaire, les limbes. Dante en a fait une partie de sa Divine Comédie. Là, ce qui m'a intéressé, c'est de voir, littéralement voir, se développer une conversion culturelle de notre modernité de manière absolument flagrante. C'est-à-dire que entre Mantegna, dont vous voyez ici le tableau, il y en a d'autres, mais celui-là suffit tout à fait pour comprendre la chose. Le Christ, ça représente le Christ qui descend aux limbes. Peu importe que ça soit une grotte, donc les limbes sont pas tout à fait l'enfer, mais déjà un peu sous terre, etc. Et puis ici, à droite, vous avez en 1515, la date est importante, le tableau de Del Piombo qui représente le même thème, le même, entre guillemets, contenu. Le Christ descend aux limbes. Bon. Vous voyez qu'entre les deux tableaux, dans notre culture, s'est produite une conversion considérable, énorme. Alors, on ne s'en aperçoit pas puisque nous sommes, nous, du côté de Del Piombo, que nous considérons comme des évidences culturelles, ce que ce tableau illustre comme basculement. Une fois qu'on a basculé, on est de l'autre côté. Mais ici, ça nous permet de comprendre le type de représentation qu'on avait jusqu'au milieu du XVe siècle de ce qu'était le point de vue objectif. Le point de vue objectif, c'est le point de vue de Dieu. Et c'est un point de vue auquel on renonce très très difficilement. Dans la réponse que je faisais à la toute première question de M. Gaudin, j'ai évoqué la question du sens. Et j'évoquais le fait que je tournais le dos, bien évidemment, à la conception très répandue que le sens était dans l'œuvre et qu'il fallait aller l'y chercher. C'est la même question si on la pose sur le plan théologique, consiste à dire il y a un sens dans les choses, il a été donné par Dieu à travers la révélation,
Et la révélation est ce par quoi nous accédons au sens donné par Dieu dans la création. C'est une idée extrêmement profonde, extrêmement durable, et quand on y songe, extrêmement rassurante. C'est beaucoup plus confortable de se dire « Ah, j'ai mal compris ce qu'on m'a dit », que d'avoir à affronter la responsabilité de reconstruire le sens de ce qu'on m'a dit, étant entendu que la reconstruction que je vais en faire n'est absolument pas garantie par un corrigé professoral. C'est-à-dire, Dieu serait là pour nous sanctionner en quelque sorte, distribuer des bons points ou des bonnes notes en fonction de ce qu'on aurait compris de manière juste. Un petit peu comme dans les versions par rapport aux traductions. Dans les versions, on traduit du latin ou de l'anglais ou peu importe. Et puis il y a un professeur ou une professeure qui est là et qui donne un corrigé. C'est éminemment rassurant. Ouf! Ça, c'est la bonne version. La traduction travaille sans corriger. Évidemment, elle travaille en s'affrontant à la critique qui dit non, là vous êtes passé à côté de cet idiomatisme, vous n'avez rien compris, s'il y a un faux sens, etc. Mais c'est la critique qui le fait. C'est pas une instance supérieure. Or, ici, dans le tableau de Mantegna, vous avez l'expression d'abord d'une immense confiance donnée dans la représentation du rapport au monde qui est gagée sur l'instance suprême qui est Dieu. Il y a un sens objectivement présent. La preuve, c'est qu'on peut voir le Christ de dos. Or, le tableau dit le contraire de ce qu'il montre, puisque le tableau, peint par Mantegna, place Mantegna à la place de Dieu. Qui peut voir le Christ descendant aux enfers sinon Dieu? Là, la réponse est donnée. Ah ben si, maintenant on peut, c'est Mantegna. C'est le peintre. Évidemment que ces tableaux contredisent par leur structure même ce qu'ils montrent, en essayant d'installer dans la culture, de conforter dans la culture, un point de vue objectif. Là, le tableau de Del Piombo, c'est la modernité. C'est-à-dire que le tableau est peint 1515, c'est l'époque où Copernic met là un terme à son ouvrage qui n'est pas publié à l'époque, hein, qui est son ouvrage sur la nouvelle structure de l'univers. Donc Del Piombo ne sait pas que Copernic vient d'achever cette œuvre. Del Piombo simplement exprime, manifeste, construit le sens de ce qu'est pour lui la modernité. Et la modernité, c'est non plus le point de vue objectif de Dieu, c'est le point de vue subjectif de ceux qui sont sauvés par Jésus et qui le voient de face, c'est-à-dire nous. Donc la conversion, ce qu'on appelle la révolution copernicienne, vous en avez ici une illustration patente. La révolution copernicienne, c'est une expression qu'on trouve dans la première critique de la raison pure de Kant, et c'est ce qu'il se targue, lui, d'avoir fait, mais 2 siècles avant, Del Piombo le montre très concrètement. Ce tournant s'est déjà fait dans la culture. C'est-à-dire qu'on voit maintenant les choses d'un tout autre point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue strictement individuel, des gens qui sont comme ceux que le Christ sauve, et qui n'ont pas le point de vue privilégié sur le Christ en train de sauver, mais qui sont parmi ceux qui sont sauvés. Ce tournant-là, c'est celui de notre modernité. C'est-à-dire, nous avons là 2 exemples qui montrent de quoi on est parti et ce à quoi on est parvenu en même pas un siècle. C'est pour ça que les tableaux m'ont arrêté à ce point. C'est-à-dire, le Del Piombo est quelque chose qui ne peut pas ne pas frapper quand on voit toute la série des représentations traditionnelles des limbes, où à chaque fois le Christ, il y a plusieurs tableaux qui le montrent, hein, j'en montre plusieurs dans le livre, à chaque fois le Christ est vu de dos, jamais de face. Et toujours la scène est représentée d'un point de vue objectif, c'est-à-dire du seul point de vue autorisé, qui est celui de Dieu.
même si, bien évidemment, c'est contradictoire, parce qu'il faut bien un peintre pour montrer le point de vue de Dieu. Mais le tournant proprement philosophique que ces toiles montrent, que la toile del Piombo montre, c'est ce qui nous permet d'avoir une interprétation du socle de notre modernité. Donc, on voit bien, là c'est flagrant, c'est spatial, c'est dans la composition du tableau, c'est patent. Tout d'un coup, on est de l'autre côté. On est dans le purgatoire. Je voudrais vous poser donc une dernière question avant qu'on donne la parole à l'auditoire. Vous laissez entendre que la peinture, par elle-même, peut avoir un réel pouvoir dans l'histoire des idées, l'histoire des mentalités. Et vous intitulez votre dernier chapitre « Métamorphose de la fureur ». Est-ce que l'on peut dire que, pour prendre cet exemple particulier, que la peinture nous a donné de la fureur une idée qui, historiquement, a été nouvelle et qui a vraiment transformé l'affect des hommes? Oui, la question est massive. Hein. Je ne sais pas si je peux y répondre très correctement. Je suis parti de peintures qui, pour moi, étaient des interventions culturelles, à chaque fois singulières, mais notables, comme celle-là, par exemple. Bon. Pour dire la peinture pense aussi, la peinture n'est pas coupée de la réflexion philosophique de son temps, le Rembrandt le montre. La peinture n'est pas coupée des transformations culturelles qui sont à l'œuvre dans la vie historique et culturelle contemporaine des peintres qui travaillent. Et dans le tableau de Rubens, on voit deux femmes, Procné et sa sœur Philomèle, qui portent ce nom-là, mais qui, dans la femme d'Ésope, en porte un autre, Aédon, qui se venge du mari de Procné qui a violé sa sœur, Philomèle, et Procné prépare un repas où elle fait manger à son mari violeur son propre fils. C'est une scène, enfin, c'est un mythe et un récit d'une horreur extrême. On peut la montrer? Oui, on peut la montrer. C'est l'illustration d'une légende grecque. Voilà. C'est très... Enfin, je ne rentre pas dans le détail philologique, c'est très compliqué. Bon. Ce tableau était dans un pavillon de chasse du roi d'Espagne à Madrid. Il avait commandé à Rubens des toiles qui figuraient sur les murs. Évidemment que la toile, pour le public de l'époque, illustre je dirais pas un mythe, parce qu'on ne sait même pas si c'est un mythe, mais un épisode d'Ovide, hein, qu'on trouve donc raconté par Ovide, qui récapitule des éléments mythologiques. Dans sa littéralité, l'histoire est atroce. Le violeur se trouve confronté à la vengeance de sa sœur, enfin le violeur et le mutileur, parce qu'il a, non seulement il a violé Philomèle qui est à l'arrière-plan, enfin complètement à droite du tableau, mais il lui a coupé la langue. Donc il l'a privé de l'instrument avec lequel elle pouvait raconter sa propre histoire et donc se plaindre. Et Philomèle a tissé
on ne sait pas exactement quoi sur un linge qu'elle a transmis à sa sœur pour lui faire comprendre son histoire. Et la rage de la sœur, Trocnay, précipite le sacrifice du fils, dévoré ou mangé par le père lors de ce repas. Bon. L'horreur est extrême, la violence considérable, et même on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles c'est ce type de vengeance qui a été choisi. Parce que c'est tout de même son fils que cette mère sacrifie, alors qu'on se serait plutôt attendu à ce qu'il y ait, je ne sais pas, une castration du violeur, par exemple, ou que le violeur soit égorgé. Peu importe, si j'ose dire. Ce qui est important, c'est de faire apparaître quelque chose de très très ancien. Chez les autres, on est peut-être au 8e siècle avant notre ère, qui est très mal transmis. On trouve la fable chez La Fontaine, on trouve l'épisode chez Ovide, mais le nom de la protagoniste Philomèle change, hein, comme je l'ai dit, et on se trouve confronté à quelque chose qui met très mal à l'aise, qui est la violence vengeresse exercée par des femmes. Et non pas, c'est ça qui est intéressant, non pas la violence exercée par le coupable à l'égard de ces femmes. Il en existe des gravures au Moyen-Âge très distantes, qui ne sont pas du tout détaillées, etc. Mais c'est un phénomène tout à fait intéressant de voir comment la violence est représentée de manière renversée. C'est-à-dire, c'est pas la violence du premier crime qui est montrée, c'est la violence de la vengeance. Ça, c'est, je pense, un paradoxe culturel profond qui se traduit par, aujourd'hui, le détail du parcours que des femmes en proie à des violences de tous ordres, notamment sexuelles, doivent endurer et franchir pour arriver à faire reconnaître leur statut de victime. Et donc, en général, c'est l'inversion qu'on représente, c'est-à-dire c'est la violence vengeresse et pas la violence initiale qui déclenche la violence vengeresse. Donc, ça, c'est un point. Mais surtout, ce qui est très représentatif dans cette toile, c'est quelque chose qui a trait au bacchante et à la représentation de l'extase et du délire ou de la frénésie de la transe qui était le propre des bacchantes. Et bon, je ne rentre pas dans les considérations qui nous entraîneraient trop loin là, mais ce que parce qu'on dérive là à travers la représentation que la tragédie grecque a donné des bacchantes, avec Pintée qui veut assister aux trans des bacchantes et qui est déchiqueté par elle. Enfin, on est dans cet ordre-là où on fait apparaître tout ce que peut avoir d'explosif, d'éruptif, d'exacerbé, le soubassement pulsionnel des rapports humains et surtout des rapports sexuels. Je pense qu'il y a là on n'a pas des milliers de tableaux de cette nature, et comme par hasard, on a l'œuvre d'une peintre qui s'appelle Gentileschi et qui est maintenant un petit peu connue. On a pu voir certaines de ses toiles, Artemisia Gentileschi, il y a eu une
des expositions sur elle, où vous avez une représentation par une femme de l'épisode biblique de Judith décapitant Holoferne. On est là dans un ordre où la peinture se risque en général peu, mais qui est extraordinairement frappant quand on compare la manière dont les peintres hommes représentent Holoferne et le sacrifice de Judith, ou Judith décapitant Holoferne, et la manière dont Artemisia Gentileschi le montre. Et je vous assure que c'est absolument sans commune mesure en termes de violence. Et Artemisia Gentileschi a une carrière qui a commencé malencontreusement dans l'atelier de son père, où elle a été violée par un des assistants de son père. Et quand on voit sa peinture, et notamment cet épisode autour de la Judith, on ne peut pas se tromper sur ce qui s'exprime de violence dans ces toiles. C'est tout à fait frappant. Alors, pour répondre à votre question plus précisément, oui, la peinture, me semble-t-il, comme n'importe quelle œuvre de l'art, d'un quelconque art que ce soit, intervient dans l'histoire culturelle. Oui, elle y produit des effets, ne serait-ce que parce qu'elle travaille sur notre propre sensibilité et la modifie. Exactement comme la musique ou comme la poésie, on peut travailler chacune de son point de vue et pour sa part et avec ses moyens propres sur notre sensibilité. Évidemment qu'aujourd'hui, nous sommes plus sensibles aux effets immédiatement produits, peut-être par la photographie d'abord, et ensuite et surtout massivement par le cinéma, puis par la télévision et les réseaux sociaux et les images qui véhiculent. Mais il faut se représenter le travail fait par ces arts-là à une époque où justement nous n'avions pas affaire à disons, une surabondance d'images comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, ces œuvres d'art ont joué un rôle en intervenant aussi dans la pensée. Pas simplement parce que des philosophes comme Hegel, par exemple, ont convoqué maintes œuvres dans leur esthétique, mais aussi parce que des penseurs qui n'ont pas nécessairement fait d'esthétique se réfèrent à l'art et tentent d'extirper de l'art des illustrations de leurs propres propos. C'est très fréquent. Si on prend 2 secondes, un tout petit peu de distance par rapport à cette pratique-là constante de la philosophie, et qu'on inverse le rapport, alors on s'apercevra que ce que les arts doivent exiger à juste titre de la philosophie, c'est qu'elle les prenne au sérieux, autrement que dans leur fonction, disons, adjuvante, ancillaire, d'illustration. Et je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui continuer à faire de l'esthétique, ou même plus généralement de la philosophie, en allant chercher dans les arts des illustrations de nos propos, ou de nos écrits, où on peut le faire, mais à ce moment-là, il faut le faire avec une prudence bien plus aiguisée, et réfléchir à quelles œuvres on choisit. Parce que traditionnellement, la philosophie emprunte des œuvres à n'importe quel domaine esthétique, et comme par hasard, elle leur fait dire ce que le philosophe a déjà de toute façon prévu de dire. L'exemple le plus frappant, et peut-être le plus scandaleux, c'est Heidegger interprétant Hölderlin, en faisant dire à Hölderlin ce que dirait à l'époque un philosophe orienté politiquement comme lui. Il est évident que Hölderlin ne dit pas dans ses poèmes ce que pourrait penser
quelqu'un qui était, disons, dans l'optique, ou dans l'orbite, ou dans l'atmosphère des SA de la fin des années 30. Ça tombe sous le sens. Bon. Mais quand on cite une œuvre d'art en philosophie pour y trouver un exemple, on est sûr qu'à chaque fois il s'agit d'un faux sens ou d'un contresens. Pas toujours, il ne faut pas exagérer. Quand Platon cite Homère, il n'est pas dans le même type de rapport, mais il est dans la délégation d'une dette. C'est clair que le discours philosophique qui s'est constitué à partir d'un matériau poétique. Il est facile de montrer que, par exemple, le poème de Parménide utilise une formulation homérique qui décrit dans l'Odyssée l'épisode d'Ulysse attaché à son mât pour parler de ce qui, dans la tradition philosophique, va devenir le terme technique d'étant, pour désigner ce qui existe, ce qui est tito on en grec. Cette dette-là de la philosophie à l'égard de la poésie, mais à l'égard des arts, est une dette qui a servi à constituer la légende que nous avons tous reçue et tous répétée, toutes et tous répétée, du logos triomphant du mythos. On ne peut plus aujourd'hui en philosophie raisonnablement tenir ce discours-là. C'est-à-dire ne pas vouloir examiner la dette que nous contractons dans notre propre discours philosophique à l'égard des discours constitués par les autres arts me semble être une naïveté. Et j'ai voulu l'illustrer à travers notamment à travers ce. Très bien. Écoutez, j'espère que ça donnera à tout le monde l'envie non seulement de lire votre livre, mais également de regarder des tableaux, plus de tableaux. Maintenant, je vais passer le micro à M. Poirot, qui le passera à différents membres du public pour les questions qu'il pourrait poser de l'honneur. Voilà, donc la parole est désormais occupée. Je dispose du micro. Ah oui, alors, une première question. C'est bien. Oui, je voulais vous demander, les œuvres que vous avez choisies sont des œuvres de la Renaissance, baroque, qui sont effectivement chargées de symboles et, je veux dire, l'interprétation, effectivement, des interprétations possibles, etc. Mais qu'en est-il, par exemple, avec des œuvres comme Sol et Huit, je pensais aussi à Support Surface, c'est-à-dire des mouvements des artistes qui se refusent au mot, à la narration, si je puis dire. Comment faire? Merci de votre question. Ça me permet de confesser, évidemment, très ouvertement et sans difficulté aucune, les limites de mon propre travail. Je n'ai pas été plus loin que le XVIIIe siècle. J'ai de ce point de vue-là eu en partie tort. Et bien sûr qu'il faudrait prolonger beaucoup plus loin, et notamment au XXe siècle. Bon. Alors d'abord, je manque de compétences pour le faire, c'est-à-dire je connais effectivement un certain nombre d'œuvres du XXe siècle qui auraient pu m'intéresser et que j'aurais pu vouloir convoquer. J'ai essayé de faire le travail avec les anges de Paul Klee. Bon. Et je me suis heurté tout de suite au travail déjà fait par Alain Bonfant, à partir de la phénoménologie husserlienne. Et moi-même, je me suis aperçu que je n'y arrivais tout simplement pas. Hein. Je manquais d'éléments qui m'eussent permis de créer, enfin d'élaborer une analyse herméneutique satisfaisante de ces toiles-là. L'autre idée qui m'est venue, c'est de travailler sur
Rothko. Bon. Et de faire un travail qui consistait pas simplement à apprendre Rothko, mais aussi Malevich et puis Ad Reinhardt, en opposant évidemment carré blanc sur fond blanc à la toile noire de Reinhardt, pour travailler là, mais je n'ai pas du tout fini ce travail sur ce qu'on pourrait appeler le sublime négatif. Ça me fait tout à fait envie, hein, mais bon, voilà, je n'ai pas fini. Il y a plein d'autres choses qu'il faudrait prendre en compte, comme vous le dites très justement. Beaucoup de courants d'art plastique, notamment, beaucoup d'œuvres d'art plastique qui devraient intervenir. C'est un champ plutôt à poursuivre et que je pourrais vouloir poursuivre. Mais si vous voulez, à chaque fois, mon point de départ, ça a quand même été, pour mener à bien ces tâches-là, il faut quand même un point de départ tout à fait personnel, qui est l'envie de comprendre une œuvre. Et non pas le sentiment d'être déjà en terrain trop connu, vous voyez, ou trop balisé par la critique ou par l'esthétique. Et effectivement, très souvent, dans des œuvres, quand j'ai affaire à des œuvres, disons, contemporaines ou modernes, l'effet de surprise initiale n'est pas là, parce qu'il y a déjà trop de littérature sur la question. Vous voyez, ce qui m'embarrasse. Je préférerais travailler à partir de plasticiens, de peintres, bon, qu'on ne connaît pas autant que ça, et qui sont un peu laissés pour compte. Mais, et puis je ne sais pas si je vais poursuivre dans cette voie-là, si vous voulez. Autant de... Pardonnez-moi, mais c'est très frustrant comme réponse, parce que je vous dis, ben oui, en effet, vous avez raison, j'aurais dû faire ça, je devrais poursuivre, etc. Mais je n'ai rien à vous montrer, donc, ni à vous faire lire. Donc, bon, mais je reste persuadé que la méthode s'applique à des œuvres, même très contemporaines, où il n'y a rien à voir, où il n'y a pas de peinture narrative, où il n'y a pas de figuration, où on a affaire à simplement, par exemple, des couleurs. Le problème, c'est que j'ai un collègue, Claude Romano, qui a fait un petit livre sur la couleur qui est vachement bien, et que j'ai trouvé formidable. Et quand j'ai lu son livre sur la couleur, où il cite beaucoup, où il travaille beaucoup à partir de Rothko, etc., je me suis dit, ben, j'ai plus rien à dire sur la question, parce qu'il a déjà dit tout ce qu'il a à dire. Vous pouvez lire ça, ce petit livre de Claude Romano sur la couleur. C'est vraiment absolument remarquable. Il est beaucoup plus phénoménologue que je ne le suis, mais c'est un travail, à mon sens, sans exemple, très discret. Il n'a aucune réception pour ce travail-là, ce qui est dommage parce que c'est tout à fait remarquable. Voilà, autre... Je vais peut-être oser donc une question. Pour être dans le prolongement de ce que vous venez de dire, est-ce qu'on ne peut pas se demander, puisque vous êtes parti, j'ai cru comprendre, de l'idée qu'il se pouvait que les représentations picturales anticipent un peu sur certaines transformations. D'ailleurs, vous parlez de l'action sur la sensibilité, modifie la sensibilité, donc anticipe. Bien. L'exemple était pris avec, bien sûr, la sortie du Christ, bien, des limbes. Bon. Et d'ailleurs, ce matin, je commets un lapsus en parlant de le livre, j'ai dit philosophie et société, non pas peinture et société. Eh bien, au lieu de dire peinture et philosophie, je pense à Franck Castel. Une des thèses de Franck Castel est bien sûr que la peinture de la Renaissance bien a anticipé une certaine vision qui va ensuite être mathématisée effectivement du monde. Or, est-ce que, pour reprendre la question qui a été posée et la réponse, la difficulté de parler de la
peinture contemporaine, disons, tient pas peut-être, on n'est pas encore assez transformé, on n'a pas encore une sensibilité suffisamment formée pour justement interpréter, non pas dans le sens, bien sûr, je veux dire, à faire des allégories ou bien contextualiser, bien entendu, mais pour la comprendre dans le sens que vous avez pris. Oui. Merci de la question. Si vous voulez, je trouve qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus négliger le fait que la contemporanéité, enfin le XXe siècle en tout cas, a considérablement développé des instruments d'interprétation en les perfectionnant beaucoup, ce qui fait qu'il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des travaux en sociologie de l'art, par exemple, qui sont absolument remarquables. Et je dirais même que du coup, le XXe siècle est un siècle qui se distingue en tout cas par une considérable attention aux œuvres d'art et le perfectionnement remarquable de moyens d'analyse de ces œuvres. Dans tous ces travaux faits sur les œuvres, il y a aussi des esthétiques. Il y a celle qui n'est pas du tout connue de Hermann Cohen, j'en parle parce que c'est un auteur que je connais bien, puis surtout c'est un esthéticien en philosophie qui parle des œuvres, comme Hegel, parce qu'il y a des esthéticiens comme Kant qui parlent de l'esthétique, mais qui ne parlent pas des œuvres. Et quand ils parlent des œuvres, on le regrette. Bon. Donc il y a Cohen, mais il y a Georg Lukács qui a fait une esthétique, et puis il y a Adorno, bon, qui est massivement présent en philosophie de la musique notamment, mais il y a aussi Ernst Bloch qui a écrit une philosophie de la musique au tout début du XXe siècle, qui est absolument intéressante, enfin, qui analyse la musique du point de vue qui est évidemment le sien. Ça, on retombe un peu dans le problème du conflit des interprétations, mais dans le sens effectivement où il y a une recherche du caractère utopique, des traces de l'utopie dans la musique. Puis il y a surtout Walter Benjamin, qui est maintenant connu, bien connu, assez généralement reçu, qui lui offre une saisie des œuvres qui est absolument originale et qui, je crois, permet déjà de... ne s'attache pas tellement à la peinture, même s'il a parlé évidemment du tableau de Klee qui est devenu ultra célèbre, l'Ange de l'Histoire, etc. Enfin, bon. Mais c'est s'incline chez Benjamin, et puis c'est pas une interprétation, c'est juste une citation. Mais à partir du travail de Benjamin, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut élaborer en matière d'instruments d'analyse des œuvres, notamment alors évidemment, comme toujours, de la littérature, d'abord, et de la poésie, mais pas seulement. Sauf que, si vous voulez, si on cherche thématiquement à garder, disons, un peu le fil conducteur qui était le lien, comment les arts représentent-ils le temps, nous avons beaucoup plus de moyens, me semble-t-il, aujourd'hui pour le faire, sans que... Et on a beaucoup plus d'œuvres qui nous donnent des matériaux qui sont à chaque fois comme des anticipations de la sensibilité sous des registres très très différents. Hein. En peinture, c'est absolument évident, mais maintenant, les limites de la peinture sont franchies. Qu'est-ce qui distingue un peintre d'un plasticien ou d'une peintre d'une plasticienne? C'est très difficile à discerner. Je pense que là, les limites sont franchies. Et le fait que les limites soient franchies est déjà une forme d'anticipation de quoi? On ne sait pas, mais de ce qui nous requiert, nous, pour essayer de suivre ce que les artistes sont en train de nous montrer, parce que nous les recevons encore très largement à travers des catégories qui sont dépassées. Et c'est au moins cela, les artistes peuvent-ils
et peuvent-elles nous en faire prendre conscience, de voir à quel point chez nous, dans la réception qu'on en a spontanément, beaucoup de choses restent encore archaïques et pas du tout à la hauteur de ce qu'ils ou elles font. Merci. Peut-être une... Oui, Thierry? Oui, dans votre première réponse, vous avez expliqué entre autres que votre méthode, la méthode herméneutique ne réduisait pas l'œuvre à son contexte. Et en fait, j'étais donc après quelque peu surpris quand il a été question d'œuvres particulières, de voir que le contexte, si je puis dire, il était là très massivement, même si bien sûr il n'y a pas de réduction, mais donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage la chose? Il ne faut pas confondre la réduction de l'œuvre au contexte de sa production avec le fait que l'œuvre intervienne dans un contexte. De toute façon, l'œuvre n'intervient pas hors de l'histoire, ni de manière surplombante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toujours en répondant à des questions qui se posent à l'horizon qui est culturel, qui est celui du peintre, en l'occurrence, mais ça pourrait valoir pour les autres artistes, que les questions se posent et que les réponses se donnent. On ne peut pas sortir de cette historicité-là, et on n'a aucun intérêt à le faire, puisque on voit très très bien que ce qui permet d'échapper à l'historicité, au contexte, à la contextualité, ça n'est jamais que la singularité qui est en rupture avec ce contexte. C'est-à-dire, il faudrait, j'aurais dû dire, pour être parfaitement clair, que les œuvres singulières, parce qu'elles sont singulières, représentent toujours un écart par rapport à ce qui est la norme, c'est beaucoup dire, mais disons l'ordinaire du contexte dans lequel elles s'inscrivent, et ce qui est établi dans ce contexte, et que les œuvres viennent soit contredire, soit bousculer, soit par rapport auxquelles elles ironisent, comme on a pu le voir chez Herzog par exemple. À chaque fois, c'est dans un contexte particulier, oui. Mais si vous voulez, dans une histoire particulière, le peintre n'est pas omniscient. Il répond, la peintre, parce que Artemisia répond précisément à une situation qui est la sienne, mais dans un contexte où sa réponse, la violence de sa réponse, comme celle de Rubens, est une réponse qui vaut pour les habitus culturels de l'époque, qui sont mis en cause, ébranlés ou secoués. Donc, ce que je voulais dire par contexte, si vous voulez, c'est que c'est plus... Si je parlais de texte, ce serait plus évident. Vous comprenez très très bien qu'on ne peut pas expliquer un texte par son contexte, ni par sa réception. C'est-à-dire que si on essaie d'expliquer Homère par son contexte, on n'y arrive pas. Bon, évidemment, mais ça vaut pour tous les textes, je dirais. Bien entendu, il y a des enracinements, il y a des, comme on l'a dit, des intertextualités qui sont présentes dans n'importe quel texte. Mais c'est justement pas parce qu'on les y retrouve qu'on a expliqué le texte. Ce qui est intéressant, c'est de voir à chaque fois comment le texte s'écarte de ce que normalement les attentes qu'on aurait sur la base de son contexte nous permettraient de lire. En philosophie, c'est flagrant, c'est-à-dire il suffit de relire le début du discours de la méthode que tout le monde connaît par cœur pour s'apercevoir que, je veux dire, ce qu'on entend d'abord, c'est l'ironie, évidemment. Et la réfutation a lieu dès le premier paragraphe, dès le deuxième paragraphe, dès le deuxième alinéa, lorsqu'on passe du bon sens à la notion de faculté. Alors c'est évident pour les textes littéraires et pour les textes philosophiques, c'est beaucoup plus facile à montrer.
Mais la difficulté est la même en art, je dirais. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions à poser. S'il n'y a plus de questions, nous allons peut-être pouvoir clore. Enfin, je tiens bien entendu à ici remercier chaleureusement, bien sûr, Marc Delaunay ainsi que M. Gaudin, qui nous ont quand même permis d'avoir sans doute un autre rapport. Nous regarderons peut-être différemment, peut-être sûrement même différemment maintenant, les œuvres culturelles, écouterons des œuvres musicales, bien, et puis j'espère que cela vous a donné, n'est-ce pas, l'envie d'approfondir, peut-être de prendre connaissance de l'ouvrage qu'a écrit donc Marc Delaunay, hein, peinture, je ne me trompe pas, et philosophie, bien. Alors, vous savez que le principe aussi ici, c'est que ces rencontres, ce qui sont dans le cadre qu'on appelle actualité éditoriale, c'est de présenter un ouvrage et éventuellement, bien entendu, de pouvoir l'acquérir. Je sais que dans ces lieux, nous l'avons appris tardivement, il n'est pas en principe possible de vendre, mais le libraire est venu, je crois qu'on peut accepter que ceux qui souhaitent avoir le livre s'adressent à lui, mais s'adressent à lui, disons, particulier à particulier, on dira ça comme ça. Voilà, bien, je ne sais pas, voilà. D'accord, alors voilà, écoutez, je crois que nous pouvons applaudir les deux conférenciers. Voilà, oui, je précise que c'est la librairie Amiral, nous travaillons avec les 3 librairies indépendantes d'Amiens, dont chaque rencontre est l'occasion de présenter un ouvrage d'un auteur. Je précise que Cité Philo, c'est toute la semaine, ça continue demain. Demain, c'est autour d'un autre ouvrage qui parle cette fois-ci, c'est des nuages au cerveau, qui parle de la genèse des neurosciences. Et n'oublions pas que le thème cette année, c'est fiction. Vous devinez ici que des nuages au cerveau, il y a là un double sens. Hein. Les nuages, c'était l'électricité, comment l'électricité a pu être intériorisée pour comprendre la cognition, etc. Mais aussi les nuages, c'est bien sûr le rêve, l'imagination. Voilà donc de quoi peut-être aussi vous donner envie de venir demain. En tout cas, il y a des programmes qui sont là-bas, si vous souhaitez les prendre, prenez surtout le programme et venez donc à Cité Philo. Et je remercie bien entendu aussi chaleureusement le musée de Picardie de nous avoir accueillis. Nous espérons d'ailleurs que l'année prochaine, nous pourrons recommencer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt.